cœur du sujet. Donc, le cœur du développement de Xapa.org, c'est véritablement de pouvoir accélérer la transformation des entreprises et des investisseurs, du monde des investissements à la hauteur des enjeux de la décennie qui nous anime sur les grands enjeux environnementaux et sociaux. Et donc, typiquement, ce qui est affiché à l'écran, c'est un programme d'investissement qu'on développe qui est très en lien avec les questions de stratégie RSE, puisque dans les questions de stratégie, imaginons par exemple une entreprise du secteur agricole, elle a besoin de s'approvisionner en denrées agricoles en matières premières, qui sont des matières sur des chaînes d'approvisionnement qui posent pas mal de questions carbone, par exemple, ou questions sociales. Et donc, en fait, l'idée avec ce type de programme d'investissement, c'est de fédérer des investisseurs privés en recherche d'impact au service de chaînes d'approvisionnement et de pouvoir déployer par de la formation agronomique dans un premier temps, puis des dispositifs communautaires dans un deuxième temps, notamment de décarbonation, l'accélération et la mise à disposition de moyens, de savoir, par le transfert de formation et techniques, par les fonds communautaires, permettant d'augmenter la capacité pour des communautés agricoles à améliorer leurs pratiques, améliorer leurs conditions, notamment de travail, conditions de vie, et à décarboner les chaînes de travail. Donc, c'est un exemple très concret du type de programme que nous déployons en complément de stratégie. Alors, j'avance sur la deuxième partie du webinaire, qui est le contexte dans lequel se positionnent ces 6 enseignements que nous souhaitons partager avec vous concernant le déploiement de la mise à jour de stratégie en matière de développement durable pour les entreprises et les investisseurs. Nous avons publié en début d'année un rapport qui est accessible sur notre site internet en anglais, qui s'appelle Towards 2030. Ce rapport fait l'état des grands enjeux et des principaux leviers qui sont à la disposition des entreprises et des investisseurs pour accélérer leur transformation à la hauteur des enjeux de la décennie dite décennie de l'action. Et en fait, premièrement, ce rapport est le fruit d'un travail assez conséquent d'engagement et d'échange avec pas mal de parties prenantes, d'entreprises. On a épluché un certain nombre de programmes, de stratégies justement en matière de développement durable et de RSE et de choix d'investissement. Et vous voyez afficher les 6 priorités qui se sont dessinées assez clairement en fait comme étant les grands leviers sur lesquels les entreprises avaient besoin d'accélérer significativement leur ambition, c'est-à-dire la manière dont elles pouvaient définir des objectifs à 2025-2030, premièrement, et puis, dans un deuxième temps, les programmes qu'elles devaient déployer à la hauteur de ces enjeux-là. Donc, elles ne partent pas de rien, bien souvent, les entreprises, les investisseurs, on est quand même en 2020, mais c'est clair que ce qui a été fait sur les 10-20 dernières années est largement insuffisant et pas à la hauteur des enjeux. Donc, sans s'attarder sur le détail de ces 6 sujets-là, l'intérêt, c'est quand même de voir qu'ils échangent aussi entre eux, ils communiquent. C'est difficile de travailler en fait sur la décarbonation sans travailler sur le point 5 des inégalités sociales. C'est là qu'on va parler notamment des concepts de transition juste, ou par exemple, quand on veut travailler sur les questions de déforestation, le point 3, dans les chaînes d'approvisionnement, on se rend compte que c'est difficile d'y travailler sans aborder un certain nombre d'enjeux de droits humains qui dépassent les simples questions d'inégalité sociale. Donc, il y a une certaine complexité dans l'agenda. Et tout l'enjeu, dans la définition de nouvelles stratégies RSE, c'est de pouvoir faire partager et s'assurer que ces différents enjeux communiquent les uns avec les autres. Également, nous sommes dans un monde et une nouvelle décennie dans laquelle parmi les leviers qui sont mis à la disposition pour pouvoir accélérer les transformations et les changements, il y a tout un portefeuille de technologies digitales qui sont intéressantes à exploiter. Alors évidemment, on le note bien sûr avec notre rapport, ça pose beaucoup d'enjeux éthiques, d'enjeux notamment en matière de consommation énergétique qui peuvent y être associés. Pour autant, nous avons pensé que l'échelle d'un certain nombre de programmes traitant des questions, par exemple, de décarbonation ou des questions d'accès à des droits pour un certain nombre de travailleurs peuvent s'appuyer sur un certain nombre de ces technologies, voire même, pour finir sur une note plus positive sur ce portefeuille de technologies, certaines innovations peuvent même permettre de traiter une partie, en tout cas, des problématiques qui sont identifiées. Par exemple, la question énergétique, portée par certaines technologies, peuvent être, alors sous couvert de beaucoup de réserves, par des technologies complètement alternatives de calcul, comme tout ce qui est quantum, qu'on évoque ici. Et puis, le savoir humain, ce développement, on peut
mieux identifier, en tout cas cartographier les risques éthiques. On le voit à travers différents programmes qu'on mène nous-mêmes sur les questions de devoir de vigilance aujourd'hui et sur les questions de droits humains qui viennent alimenter les stratégies RSE, qu'on a un meilleur savoir aujourd'hui que ce qu'on avait il y a 5 ans, qui est évidemment largement insuffisant. Science sans conscience n'est qu'urine de l'âme, bien sûr. Enfin, un autre levier qui permet d'accélérer et d'amplifier les programmes RSE, ce sont toutes sortes de leviers innovants en matière de finance. La finance et l'argent, c'est le nerf de la guerre. Les directions RSE et autres directions chargées de programmes environnementaux, sociaux et de gouvernance, que ce soit les achats, les stratégies, le marketing, se plaignent souvent de ne pas avoir assez de ressources. Avec le rapport Towards 2030, téléchargeable sur notre site internet dans la section publication de xapa.org, permet de pouvoir identifier et approfondir 13 solutions financières innovantes qui peuvent être mises au service d'un certain nombre de programmes et qui peuvent permettre en fait d'accéder à des nouvelles formes de ressources et donc d'amplifier les moyens mis à la disposition de programmes RSE. Sur cette page, on vous présente quelques éléments qui ont été trouvés sur la manière dont on peut activer ces leviers technologiques, digitaux d'une part et financiers, pour amplifier la définition et le déploiement de programmes RSE et permettre au final de définir, de concevoir, de rafraîchir des stratégies RSE qui puissent se projeter à 2025 ou à 2030 avec une autre amplitude. Donc typiquement, on peut plus se satisfaire et se suffire de trajectoires de progrès continu, se dire bon, bah, aujourd'hui sur ma trajectoire carbone, j'ai réussi à faire moins 10%, moins 20%, et donc je peux continuer à me dire qu'à 2025, je vais faire encore du moins 15%. C'est insuffisant. Aujourd'hui, par exemple, pour prendre juste cette question du carbone, la véritable question, c'est d'être en accord avec les prévisions les plus indispensables portées par l'accord de Paris et être sur des trajectoires à 1,5 degré. Être sur des trajectoires à 1,5 degré, ça suppose d'identifier, de se projeter sur des paliers de rupture de décarbonation qui sont quand même importants. Et donc, nous, c'est ce qu'on veut porter ici, c'est le prix, ou c'est en tout cas l'effort de transformation qui est nécessaire dans les stratégies RSE pour pouvoir permettre aux entreprises de s'adapter, d'être résilientes, et aux investisseurs de pouvoir avoir des portefeuilles d'actifs qui soient résilients et qui soient capables de pouvoir absorber les chocs qui vont venir dans les prochaines années. Ce que je viens de dire prend une dimension d'autant plus actuelle qu'elle est amplifiée, que tout ce qui vient d'être, tous les enseignements qui viennent d'être tirés et qui sont portés par le rapport Towards 2030 sont amplifiés finalement par la crise pandémique portée par le Covid-19, qui permet en fait de se rendre compte déjà dans un premier temps à quel point nos entreprises, nous sommes individuellement, collectivement vulnérables. Que nos entreprises, nos investissements, la manière dont on pense le monde économique, ça a déjà été évoqué et identifié beaucoup de fois, sont des éléments qui sont extrêmement vulnérables sur des chocs, qui sont des chocs peu prévisibles. Et encore, justement, je questionnerai le point du peu prévisible. En travaillant sur des stratégies RSE depuis sur les 15-20 dernières années, on a vu un certain nombre de travaux sur les questions pandémiques s'organiser, se structurer. Donc, beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui sont des choses qui sont largement planifiées, prévisibles depuis au moins 2005. Et toute la question, c'est la croyance collective qu'on a de se dire mais non, c'est pas possible, ça va pas se passer. Eh bien si, ça peut se passer. Et donc, on peut reporter la question de la crise pandémique sur d'autres crises environnementales qui sont tout aussi bien documentées, notamment la question climatique, et se dire, puisqu'il y a la précédence de la crise pandémique, bien documentée, il n'y a aucune raison de penser que dans la prochaine décennie, d'autres crises pandémiques, dans un premier temps, et sanitaires peuvent se poser, mais aussi tout un ensemble d'enjeux climatiques et autres peuvent poser des prochaines crises de grande ampleur qui vont poser rapidement les questions de résilience et de capacité d'adaptation des outils économiques et des individus, bien sûr. Ainsi, on a publié ce blog qui est accessible en français et en anglais sur notre site xapa.org, la section blog, facilement reconnaissable à sa petite image, très d'actualité avec une personne qui tient un magasin et un masque, autour de 6 principes que nous vous invitons, en tant qu'auditeurs de ce webinaire, à méditer. Le premier, c'est comment développer des structures qui soient les plus agiles possibles pour s'adapter à des crises qui sont plus ou moins identifiées, mais en tout cas dont les conséquences sont beaucoup moins
planifiable. Le deuxième point, c'est l'importance de l'action collective. On le voit sur toutes les questions de développement durable. Jouer seul et de manière individualiste, ça ne fonctionne pas. Donc, derrière la crise du Covid-19, ça réifie l'importance en fait des approches collectives. Donc, quand on est une entreprise, par exemple, de raisonner par filière ou de raisonner avec ses pairs ou raisonner par écosystème, au moins pays, par exemple. On le voit typiquement sur des questions achats où on se rend compte que par filière, on s'approvisionne dans les mêmes dans des mêmes bassins d'approvisionnement qui peuvent être aujourd'hui très en risque économique à cause du Covid-19 par manque d'activité. Et en fait, la faillite de pans entiers de sous-traitance, ça met en péril des filières entières. Et donc, essayer d'agir de manière individuelle ne fonctionne pas. Enfin, le troisième point qui est évoqué ici, c'est un point très classique, en fait, finalement, par RSE des questions, c'est la question des questions de stratégie et managériale, c'est la question de la transparence, partager l'information qui est connue, les éléments autour desquels on prend des décisions, et puis être en situation de pouvoir être comptable de ces décisions, fort de l'information que l'on connaît à un moment donné. Ça, c'est très important, ne serait-ce que dans une logique d'employeur à employé, qui vient toucher des questions fondamentales de responsabilité sociale. Le quatrième point, c'est bien sûr quelque chose qui est un sujet que l'on voit beaucoup apparaître sous les questions environnementales, climatiques par exemple, ou biodiversité, mais également sociales, droits humains et respect des droits humains, qui est la question face du monde de la finance, du monde des entreprises par rapport au rôle que doit jouer aussi l'autorité publique. Et là, il y a un jeu collectif, encore une fois, qui doit s'installer. Et ça veut surtout dire, derrière le point 4, qu'il y a une place pour l'autorité publique et qu'il y a certains courants de la RSE qui tendent à penser que l'entreprise est en engagement volontaire et en situation de pouvoir absorber les sujets tels qu'elle en voit l'intérêt. Là, le Covid-19 montre très, très, très clairement, comme ça a déjà été le cas sur les questions notamment climatiques, que c'est insuffisant, qu'il y ait une place pour le public et l'autorité publique. Et enfin, le dernier point, c'est d'apprendre, qui rebondit aussi un peu sur le premier point derrière la notion d'agilité, la question de la capacité à gérer des injonctions contradictoires et donc savoir se projeter dans le long terme. Et donc, on va aborder la question de la stratégie RSE vraiment dans la question de se projeter sur le long terme, tout en étant capable de gérer un certain nombre de questions de court terme qui peuvent questionner mettre sous tension l'atteinte d'objectifs de long terme. Et donc, cette capacité à, par exemple, typiquement en crise Covid, à se dire je mets les salariés en chômage partiel, mais à plus long terme, il faut que je maintienne en fait l'adhésion de ces salariés autour du projet d'entreprise, puisqu'il y aura un post-Covid et un projet collectif. Ça peut être des vrais points intéressants de tension. Donc, comment aujourd'hui je gère une crise? Je suis en mode de survie, si j'en ai besoin, parce que ce n'est pas le cas de tous les secteurs par ailleurs. Tout en le faisant dans le respect, dans l'animation de certaines valeurs qui sont portées par un projet de plus long terme. Et donc, je suis capable de faire la gymnastique entre la gestion de survie de court terme, qui s'inscrit dans un cadre de responsabilité pertinent et crédible de plus long terme. La définition d'une stratégie ou la mise à jour d'une stratégie RSE s'inscrit également beaucoup plus largement que la crise pandémique aujourd'hui dans un environnement porté par plus de 4000 régulation qui invite les entreprises et les investisseurs à partager de l'information sur leur performance extra-financière. Donc, c'est un monde qui est très complexe. On a tendance parfois à se figer et à se concentrer sur les principales régulations qui sont celles de son pays dans lequel on a son siège. Éventuellement, quand on est en Europe, de directives européennes, bien sûr, mais la réalité est beaucoup plus complexe. C'est très difficile de pouvoir se focaliser sur exclusivement ces directives-là ou ces réglementations françaises, européennes, suisses, belges, par exemple, quand en même temps on a des clients, par exemple, qui nous font porter des responsabilités et ces clients sont, par exemple, américains, japonais, j'en ai vu, dans des secteurs comme l'extraction, ça peut être des clients sud-africains. Et donc, une démarche de RSE, une stratégie doit être capable de pouvoir être multifacette et pouvoir être en conformité réglementaire, certes de premier rang avec la conformité réglementaire imposée par son pays siège, mais également être en conformité ou en cohérence avec ce qui peut être demandé, ne serait-ce que par des investisseurs, des clients, par exemple.
Nous portons ici donc quelques éléments notables qui sont souvent évoqués, qui norment, structurent l'approche en matière de RSE. Et enfin, le point ici que je trouve intéressant à porter à votre attention, c'est le point du milieu, par exemple, de la SEC nord-américaine, qui invite les entreprises, et donc c'est là qu'on peut se retrouver dans une relation client-fournisseur. Il suffit d'avoir un client nord-américain pertinent pour que ce soit le cas, où on est obligé d'être en capacité à démontrer une stratégie RSE et une performance extra-financière qui fournissent l'information demandée par des investisseurs, et en tout cas des organismes de contrôle financier nord-américains. Et ce sont des questions très importantes sur les questions de transparence en matière de supply chain, notamment. De plus en plus, et il peut y avoir un jeu aussi porté par des intérêts protectionnistes, mais enfin ça fait partie du jeu, de plus en plus. Vous pouvez avoir notamment des douaniers et des autorités nord-américaines qui sont extrêmement pointilleuses sur l'information extra-financière qui est fournie, associée à certains approvisionnements agroalimentaires notamment, et de biens d'équipement provenant d'Europe. Nous entrons donc dans la deuxième partie du webinaire, qui sont le retour d'expérience qu'on voulait partager concernant 6 points autour desquels on pense que la définition et la mise à jour d'une stratégie RSE est intéressante. On va pouvoir les aborder à travers quelques exemples qu'on va pouvoir partager. Alors, c'est alimenté par toute notre équipe et puis du coup une bonne vingtaine d'années d'expérience. Et ce sont des points qui permettent en fait finalement de tirer véritablement les leçons de ce qui se fait à ce jour, et puis en fait d'identifier des points d'innovation. Le premier, ça questionne les priorités extra-financières qui portent les risques, mais également les opportunités qui peuvent être celles de n'importe quelle entreprise ou investisseur. Et on part d'un principe relativement simple derrière ce point-là, c'est le fait de se dire que l'univers en fait des enjeux environnementaux et sociaux est extrêmement vaste. Nous, quand on travaille sur des méthodologies de matérialité, on peut avoir facilement 40, 100, j'ai même travaillé des fois sur 250 sujets différents. C'est très vaste. Et en fait, le problème de cette amplitude de sujets, c'est à la fois la cohérence d'ensemble qu'on peut donner si on veut travailler sur, on va dire, 50 enjeux, par exemple, en parallèle, et puis d'autre part, la fragmentation des moyens. Et la fragmentation des moyens fait que à fragmenter, diluer les moyens, bah, finalement, on a peu d'impact sur les sujets, alors que pour autant, on peut identifier que ces sujets-là sont des sujets qui présentent soit des risques réels, donc il faut véritablement les traiter pour pouvoir réduire du risque extra-financier dans l'atteinte ou dans le maintien d'une compétitivité, ou soit des opportunités qui sont insuffisamment traitées pour pouvoir se transformer, transformer ses programmes, ses produits, ses services, pour pouvoir adapter son modèle économique à des attentes exprimées de plus en plus par les instances réglementaires, par les clients, par les consommateurs, par les investisseurs, bref, par son écosystème. Donc derrière ce point se pose principalement la question de la matérialité des enjeux extra-financiers. Ce sujet-là a été porté historiquement par le reporting extra-financier, mais a gagné finalement égalons comme véritable outil stratégique, dont une partie peut être portée en partage d'informations extra-financières pour ceux qui demandent, notamment des analystes extra-financiers, mais pas seulement. Il y a tout un bas de l'iceberg qui peut être tout à fait pertinent à conserver comme corpus de pilotage de stratégie. Également, une fois qu'on a identifié les enjeux prioritaires, les 5-10 enjeux prioritaires, qui sont véritablement ceux sur lesquels il faut focaliser des moyens, il faut que ce soit cohérent avec une vision d'ensemble et une mission portée par l'entreprise. Alors, il y a tout un débat international aujourd'hui autour de la question du purpose en anglais. En France, c'était porté notamment par les questions d'entreprise à mission, de raison d'être. Mais ça s'inscrit dans un élan beaucoup plus international. Et ces questions
Si on revient finalement à ce que demande un investisseur quand il investit dans une entreprise, c'est bon, à quoi vous servez, qu'est-ce que vous faites, comment vous créez de la valeur, et beaucoup plus fondamental et beaucoup plus important, quand on demande à un employé ce qui est motive dans son travail, il faut que ça fasse du sens. Donc le concept de raison d'être, il est fondamental pour servir d'aiguillon dans la manière dont une entreprise se projette dans la société, identifie sa valeur ajoutée dans la société, et du coup, derrière ça, les questions extra-financières viennent porter le projet de transformation, d'adaptation finalement de l'entreprise, son modèle économique, ses produits, ses services, sur les questions environnementales, sociales, éthiques, qui sont indispensables pour réussir en 2025, en 2030, encore plus qu'en 2020-2015. Nous vous invitons donc, pour commencer ce travail-là, à fournir une véritable réflexion sur la matérialité. La matérialité, ce sont des sujets qui sont assez bien documentés, ne serait-ce que sur notre site xapa.org, en français. Tout l'enjeu, vous voyez sur la gauche, c'est d'être capable de pouvoir définir une matrice. Alors, il existe des formats beaucoup plus sophistiqués. Ça, c'est le format basique de la matérialité, histoire de perdre personne dans la discussion, mais on identifie plusieurs cadrans, et notamment les enjeux les plus stratégiques qui sont ceux qu'on va trouver dans le cadran droit, qui répondent aux attentes de l'écosystème de parties prenantes, qui sont les plus importants pour porter l'atteinte des objectifs métiers de l'entreprise. Et donc ça, on a un briefing paper, notamment autour de 6 autres questions qui permettent de construire une matérialité. Et puis ce briefing paper est téléchargeable sur notre site en français et en anglais dans la section publication xapa.org. Également, un deuxième principe, c'est de faire un état des lieux. C'est-à-dire que si la matérialité révèle que des thématiques sont prioritaires, par exemple une question associée à la meilleure gestion des conditions de travail sur des chaînes d'approvisionnement, c'est un sujet qui est considéré comme ultra prioritaire parce que c'est sensible, parce qu'il y a des clients qui demandent, notamment par exemple des Anglais avec l'esclavage moderne, qui demandent à leurs propres fournisseurs, par exemple français ou belges, de pouvoir documenter la capacité avec laquelle ils identifient les questions de travail moderne, et puis d'esclavage moderne, et puis comment ils gèrent le risque, pour prendre juste cet exemple-là, ou encore une fois la question climatique, puisque c'est une question qui est importante, la manière dont clients, fournisseurs sont capables dans ce jeu-là de bien identifier et réduire leur empreinte, décarboner leurs actifs. Dans ce cas-là, tout l'enjeu ici, c'est de se dire, OK, cet enjeu est prioritaire, mais d'où partons-nous? Et en fait, à la question du d'où partons-nous, ce qui est tout particulièrement intéressant, c'est de voir ce qui a été fait à jour avec pertinence, mais surtout les limites de ce qui n'a pas été atteint. Et donc d'être créatif dans la manière dont on va pouvoir se projeter sur les prochaines années en se disant, voilà ma trajectoire sur laquelle j'ai voulu travailler, par exemple, sur le carbone. Cette trajectoire est-elle assez ambitieuse pour les prochaines années et quels sont les leviers avec lesquels on doit pouvoir changer d'échelle, changer d'amplitude, changer la courbe. Et l'enseignement le retour d'expérience qu'on voulait partager ici, c'est qu'en fait, derrière le travail de matérialité qui va définir les enjeux plus ou moins prioritaires, il y a un travail de ressources déployées pour des résultats atteints, c'est-à-dire ce qu'on va appeler la baseline. Il y a un phénomène extrêmement intéressant à partager, c'est que tout à l'heure, je disais que souvent les décideurs se plaignent de manquer de ressources. Là, il y a un premier levier très intéressant pour obtenir des ressources. Avant d'aller quémander, chercher des ressources et être créatif à trouver d'autres leviers pour augmenter les ressources, on peut déjà se demander si les ressources déployées pour les résultats obtenus à date, premièrement, et deuxièmement, si la priorisation, de la manière dont les ressources ont été allouées, correspond bien aux vrais enjeux métiers dans lesquels il faut focaliser l'attention et la priorisation, sont les bons. Et souvent, d'expérience, dans beaucoup de projets, on se rend compte qu'on a une inadéquation entre les programmes qui existent, qui ont des ressources humaines, matérielles, financières, et puis les enjeux. Et puis, il y a toujours souvent des vrais leviers autour desquels on peut augmenter l'impact qui est obtenu par des programmes existants avec moins de ressources. Et donc, ce point 2, il est extrêmement important, notamment pour intégrer et embarquer assez largement
des directions générales autour de stratégie RSE, puisque c'est un point autour duquel la question, c'est d'identifier les gisements de réallocation de ressources existantes au service d'enjeux stratégiques. Et la réallocation de ressources permet de, bien sûr, pouvoir mieux financer, mieux se projeter dans le futur avec plus d'ambition, avant de se demander quelles ressources additionnelles on va pouvoir mettre derrière les programmes. Troisième point, c'est un point classique, c'est de se dire, bon, bah, très bien, je vais me benchmarker avec mes pairs pour voir un petit peu ce que font, quels objectifs ils se définissent, quels programmes ils ont, quels objectifs ils se définissent pour les prochaines années. Alors, si ça peut rassurer, on ne va pas dire qu'il ne faut pas le faire. Savoir un petit peu ce que font d'autres acteurs dans le secteur, c'est pas mal. C'est une source, je dirais, d'inspiration de base. Pour autant, si ça peut être utile, nous pensons, et c'est un retour d'expérience important, que c'est absolument pas nécessaire, voire, j'aurais même tendance à dire, pas indispensable. Nous entrons dans une décennie de turbulences majeures, qui peuvent s'exprimer par toutes sortes d'enjeux associés à des questions environnementales, risques climatiques forts, donc sanitaires, on le voit avec le risque pandémique, sociaux. On pourrait mettre dans cette catégorie-là toutes sortes de turbulences sociales, de grèves, de manifestations de profonde défiance en fait, du politique, des acteurs privés sur les territoires qui sont portés par les gens, qui sont portés principalement aussi, ou en tout cas qui peuvent être analysés sous le prisme des inégalités. Ça peut même aller à l'extrême jusqu'à des phénomènes de terrorisme, voire de bioterrorisme. Donc nous sommes dans une décennie de turbulences majeures. Et face à cette décennie de turbulences majeures, bah finalement le benchmark et regarder ce que font les autres, c'est peut-être utile, mais c'est pas comme ça qu'on est capable de pouvoir identifier l'ambition de transformation qui est nécessaire. Donc nous, on vous invite à véritablement analyser les enjeux matériels qui sont définis dans notre premier point, voir les ressources qui sont possibles à réallouer dans notre point 2, et avec ce point 3, à commencer à se projeter dans le futur avec des objectifs qui soient des objectifs propres. Si on veut les calibrer sur la concurrence ou les autres, pourquoi pas, mais est-ce que c'est ça qui va faire la transformation ou la disruption nécessaire? C'est franchement un point qu'on questionne. Et donc notre point, c'est surtout de se dire, faisons des scénarios. Faisons des scénarios dans lesquels on se dit que si on veut se projeter sur des nouveaux objectifs de développement durable, ben on prend un scénario le plus agressif de transformation, donc le plus radical. On se dit, par exemple, j'ai évoqué la question climatique, trajectoire 1.5, qu'est-ce que ça implique à très court terme, sur les 5 prochaines années, comme transformation majeure. Et puis ensuite, on peut comme ça étudier les scénarios les moins ambitieux, et à chaque fois, donc par exemple, je fais comme, en anglais, on appelle ça, quand on fait des scénarios comme ça, un stay in the pack. Donc le scénario où je reste dans le peloton, pour utiliser une expression Tour de France. Et donc, dans ces scénarios-là, bah, l'idée, c'est de se dire qu'est-ce que je fais pour si je reste à la même hauteur que finalement l'ambition affichée par mes pairs. Et donc, on peut regarder comme ça les avantages, inconvénients des différents scénarios, le coût, les risques, les opportunités qui peuvent être générées et prendre les meilleures décisions possibles. Ça revient sur les principes que j'ai tout à l'heure, en toute transparence sur ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas, les moyens dont on dispose. Un très bon exemple à cet effet, ce sont les stratégies climat. Alors, nous avons beaucoup assisté et développé de stratégies climat dès les années 2005-2010. Donc, on a un bon retour d'expérience et évidemment, les enjeux, la connaissance scientifique a beaucoup évolué, la maturité des différents décideurs a beaucoup évolué, donc le contexte a beaucoup évolué. Mais si on regarde les 15 dernières années et les 15 prochaines années, il y a un retour d'expérience intéressant qu'on souhaitait partager. Quand on était en 2010, et qu'on définissait des stratégies climat, par exemple, avec des ambitions qui portaient jusqu'à 2015, 2020, rarement 2025, déjà 2020, c'était pas mal. Il y avait un truc très intéressant, c'était souvent l'effet bouclier d'un certain nombre d'acteurs, plus ou moins proches du sujet, qui trouvaient que c'était impossible, que c'était trop ambitieux, et que ce que les entreprises souhaitaient faire, quand elles voulaient faire par exemple du facteur 4, eh ben, c'était impossible à faire. Alors là, on est bien placé pour pouvoir avoir un retour sur ça. On a réépluché avec un certain nombre
de clients et puis d'acteurs qui ont porté ces démarches-là sur les 10 dernières années, la manière dont les résultats ont été documentés, donc là c'est du pur reporting, qu'est-ce qu'on a été capable de reporter, et on se rend compte que souvent, par rapport à des acteurs qui trouvaient que c'était trop ambitieux, trop radical en 2010, eh ben, il y a pas mal d'objectifs qui ont été explosés en 2015, 2020, et que souvent les résultats obtenus ont été supérieurs aux objectifs qui étaient définis initialement. Alors attention, il y a deux choses qu'il faut en tirer. La première, c'est que forcément, quand on part de zéro, c'est facile de progresser plus vite que ce qu'on voudrait. C'est comme un élément qu'on peut partager. Deuxièmement, est-ce que ces ambitions étaient assez, et finalement assez agressives par rapport aux enjeux climatiques qui vont nous animer, qui nous animent? Souvent, on parle de la décennie 2010 comme une décennie perdue sur les questions climatiques. Donc, on sait que la charge va être encore de transformation va être encore plus importante pour la décennie 2020 à 2030. Tout à fait questionner ces points-là. Pour autant, le seul point de retour d'expérience qu'il faut avoir en mémoire pour se projeter sur la prochaine décennie, c'est cette attitude de c'est trop dur, c'est trop radical, c'est trop ambitieux, pour finalement des résultats qui sont souvent largement dépassés. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas penser de la même manière aujourd'hui et de se projeter sur la prochaine décennie en disant, aujourd'hui, définissons des objectifs disruptifs, définissons des objectifs de transformation radicaux, et portons ça comme des véhicules, des leviers d'innovation qui vont permettre à des programmes et à des produits, des services, des pratiques de se transformer radicalement et profondément. Et c'est le prix qui est certainement à payer pour développer la résilience nécessaire et l'adaptation nécessaire pour mieux gérer les profondes turbulences qui, de toute manière, aujourd'hui, c'est à la limite des intérêts portés par la crise du Covid-19, se dire, en fait, c'est possible de se retrouver dans des systèmes où toute l'activité s'arrête, où des chocs sont identifiés et la préparation est insuffisante. Et donc, puisque la préparation est insuffisante, or à 80% aurait pu être faite, on peut arriver à des blocages majeurs. Le quatrième point à partager, c'est un point associé à la gouvernance. La responsabilité sociale d'entreprise, c'est une thématique qui exige, et je porterai ce terme-là, exige de l'interdisciplinarité. C'est comme ça qu'on a créé et qu'on porte le projet XAPA. On croit à l'expérience, mais surtout à la multitude des points de vue, les expériences partagées, la diversité. C'est impossible de pouvoir définir une stratégie, décrypter la complexité des dynamiques sous-jacentes derrière les enjeux les plus matériels, environnementaux, socio-éthiques qui sont portés, sans diversité. Si on n'a que des personnes qui ont le même type d'expérience, le même type de profil, le même type de passé, qui évoluent dans les mêmes contextes, on ne peut pas décrypter la complexité que l'on veut aborder. Donc, la gouvernance, dans la définition de nouvelles stratégies de développement durable, mais également dans leur déploiement, dans la mise en place de plans d'action, dans le suivi de progrès, doit être basée sur le principe de la diversité comme levier d'analyse et de pilotage de la complexité. À cet effet, on pense que, voilà, on a un exemple, si on veut travailler sur un agenda de droits humains, il est indispensable de pouvoir faire partager les points de vue de quelques fonctions qui sont affichées, juridiques, ressources humaines, par exemple, RSE, d'audit interne, par exemple. Mais également, bien évidemment, il faut élargir ça sur toutes sortes de problématiques qui peuvent être portées par des experts ad hoc. Par exemple, sur les questions de développement, de droits humains, on peut poser un certain nombre de questions associées à des experts qui travaillent sur les questions de pauvreté, de précarité, sur des questions de genre, homme-femme, sur tous les biais cognitifs qui sont développés autour des questions de genre homme-femme. On peut se poser un certain nombre de questions sur les contextes culturels, dans les religieux, dans lesquels un certain nombre de pratiques peuvent être façonnées, avec des croyances et donc des pratiques qui peuvent toujours évoluer, mais dont les référentiels doivent être questionnés. Bref, la diversité, c'est un point fondamental, et évidemment, quand on dit que la diversité, c'est un point important, je reviens sur le point de la matérialité. On ne peut pas déployer les moyens de gouvernance et de diversité sur tout et n'importe quoi. Donc, il faut revenir sur la clarté de la raison d'être et à servir, à contribuer à la société, à donner du sens pour participer à élever finalement la société.
d'une part, et derrière ça, à identifier les sujets environnementaux, sociaux, éthiques, qui sont les plus importants pour porter la transformation comme levier d'opportunité ou comme gestion de risque. Et c'est parce qu'on est clair, et j'insiste beaucoup sur ce point-là, parce qu'on est clair, on ne peut pas tout faire sur ces enjeux-là, qu'on peut déployer derrière la gouvernance et travailler sur la diversité pour analyser la complexité sur les leviers prioritaires. Plus on a de leviers, plus c'est complexe à gérer, moins on est capable de faire de la diversité, plus on est en surface des sujets, et plus on est en surface des sujets, plus on saupoudre les moyens et on saupoudre les résultats. Et donc, moins on est capable de travailler sur ces risques et ces opportunités. Le cinquième point, qui est l'avant-dernier, ça va être de pouvoir réfléchir à des approches différentes en manière d'accès à de la ressource. Mon point sera le suivant, et ça sera très simple, c'est un exemple qui a été partagé sur un projet juste très récemment. De dire aujourd'hui, si on est capable de dépenser 100, et qu'on sait qu'avec 100, on est capable de se projeter par rapport à ce qu'on était capable de faire aujourd'hui sur un niveau de résultat X, la question c'est, est-ce que je ne suis pas capable d'atteindre mon X avec un pourcentage de progrès avec moins de 100, 50 par exemple, la moitié des ressources, après tout, ou au contraire, est-ce que je ne suis pas capable de multiplier par 10, 20 mon 100 de manière à démultiplier significativement mon X à la hauteur des enjeux de transformation apportés pour la décennie de l'action. Et donc là, on partage un certain nombre de dispositifs innovants qui peuvent être aujourd'hui mis à la disposition des entreprises et qui permettent, et ça c'est un point qui est quand même important, on est dans un monde aujourd'hui où la crise financière et la dernière décennie a augmenté significativement les liquidités. Aujourd'hui, à côté du contexte récessif dans lequel s'inscrivent les économies de l'OCDE, fort du phénomène pandémique, on a accéléré, on augmente encore l'accès aux liquidités. Donc, les liquidités sont très abondantes. Et dans un univers de liquidités abondantes, le problème, c'est en fait d'avoir des investisseurs, ou en tout cas des liquidités qui cherchent des projets pertinents et sur lesquels les questions environnementales et sociales peuvent être significativement réifiées, notamment par la crise pandémique. Donc, on peut se projeter dans un enjeu de stratégie de développement durable en disant moi, je vais accélérer ma démarche carbone, et justement, ça correspond bien à un monde d'après crise pandémique dans lequel on a des investisseurs ont envie d'investir et avoir de l'impact pour accélérer les modes de décarbonation. On peut se projeter dans un monde de croissance inclusive, c'est-à-dire un monde dans lequel on va vouloir amplifier la capacité d'entreprise à mieux protéger les employés, les travailleurs, à mieux dynamiser et relancer les volants de sous-traitance, à mieux s'intégrer dans les territoires, partager de la valeur sur des territoires, et ça intéresse les investisseurs. Vous avez une partie ici, en fait, des leviers d'innovation qui sont partagés, qui peuvent être portés par des entreprises, mais on l'a dit également, par des coalitions, d'une part, et puis ensuite qui peuvent être soit directement activés sous des dispositifs de programme propres à chaque entreprise, soit virtualisés, des concepts de tokenisation, par exemple, ce sont des concepts qui sont très intéressants dans, par exemple, des chaînes d'approvisionnement, ou en tout cas dans des réflexions internationales où le déplacement de la monnaie n'est pas évident, alors que pour autant, ce qui compte, c'est, si je prends juste la question du carbone, eh ben, le fait de pouvoir donner une valeur à du crédit ou à de la compensation carbone, ça peut être transformé en token qui puisse donner de la ressource qui permettent d'augmenter par exemple des équipements communautaires. C'est juste un petit exemple, mais qui illustre le propos. Le dernier, c'est un point associé à la manière dont on va pouvoir partager le programme. Revenons sur le début. Quand j'évoquais dans notre échange aujourd'hui que l'ensemble de ces questions de stratégie développement durable s'inscrit dans des environnements portés par plus de 4000 régulations en matière de transparence et d'incitation extra-financière mondiale, on est dans un environnement qui est également donc en forte demande d'informations. Mais en même temps, on est dans un environnement qui est extrêmement méfiant. Aujourd'hui, tous les baromètres, si on prend par exemple le baromètre Edelman tous les ans, qu'est-ce qu'il dit?
dit beaucoup de choses, mais notamment que la croyance dans le monde des entreprises, la croyance dans le monde de la finance est très faible et s'affaiblit. Et la gestion, notamment de la crise pandémique, le manque de préparation ne va certainement pas renforcer la croyance ni dans les acteurs privés, ni dans les autorités gouvernementales. Donc, cette capacité à partager de l'information sur la performance extra-financière, comment on comprend les enjeux, comment on s'améliore, comment on progresse, c'est une question qui s'inscrit dans un environnement de défiance très très fort. Alors, notre recommandation, fort de ça, c'est tout simplement, pour faire simple par rapport à notre échange, de dire que certes, le reporting, ça a une valeur, mais que ce qui compte le plus, c'est la capacité à se projeter et à ne plus raisonner en reporting, mais à raisonner en impact. Je m'explique. Il ne s'agit plus forcément de dire, c'est raisonné, dans notre courbe de décarbonisation, on a été capable de faire du moins 10, moins 20%. Il s'agit plutôt de se projeter, de se dire, puisqu'on veut être en trajectoire 1,5 degré, voilà le niveau de volume de tonnes équivalent à CO2 qu'on veut éliminer d'ici 2025. Et pour atteindre cet objectif, voilà les moyens qu'on met en place. Et voilà l'impact qu'on veut vouloir avoir, et voilà l'impact qu'on a eu au cours des récentes années. Alors ça permet à la fois d'éviter d'entrer dans une vraie démarche sérieuse où on évite et crédible, où on évite de se faire accuser de faire de l'ODD washing. Donc on a un briefing paper sur ces questions-là, avec un certain nombre de questions qui peuvent être posées. Ça permet également de pouvoir adapter l'outil de reporting extra-financier finalement aux vrais enjeux d'aujourd'hui. Parce que la crédibilité se crée non plus dans la capacité à dire voilà ce qu'on a fait, mais voilà ce qu'on envisage de faire. C'est un gage de maturité. On comprend qu'on est dans un monde qui est en pleine mutation. On comprend sa responsabilité. On comprend qu'il y a une ambition à avoir en matière de transformation de son propre outil économique ou d'investissement. Et enfin, on crée de la crédibilité vis-à-vis de parties prenantes en montrant comment on se projette vers le futur. Et aujourd'hui, dans un monde qui est devenu profondément incertain, tout l'enjeu c'est ça. C'est comment se projeter collectivement dans un futur et dessiner une courbe de développement qui puisse finalement être capable de maintenir de la création de valeur, de la création d'emplois. Finalement, on est dans un monde où la vulnérabilité est forte et donc tout salarié est en droit de se demander s'il est dans un environnement qui crée de la valeur et de l'emploi. On est dans un monde de profonde liquidité, donc tout investisseur ou gestionnaire d'actifs doit être capable de démontrer qu'il est capable de faire travailler de l'actif, qui comprend finalement les enjeux qui vont porter autour des actifs dans lesquels il va vouloir faire travailler du capital, par exemple. Donc, bref, on peut prendre la tectonique des plaques par différents angles. La conclusion est la même. Une stratégie RSE est un outil, un levier aujourd'hui qui va être capable de projeter un collectif vers le futur, vers de l'impact résilient, tant que possible, et inclusif. On arrive à la fin du webinaire et des points qu'on a pu partager. Vous avez pu évoquer un certain nombre voir en tout cas un certain nombre de contenus qu'on a pu essayer d'évoquer avec vous. Je voulais juste clore en fait le webinaire autour de quelques éléments. Premièrement, vous remercier de votre participation. Deuxièmement, vous dire que ce webinaire est enregistré et donc est téléchargeable et partageable sur notre site internet xapa.org dans la section publication. Troisièmement, nous vous invitons à vous connecter sur nos réseaux sociaux, notre compte LinkedIn, xapa.org, notre compte Twitter, mais également à vous inscrire si ça vous intéresse sur notre newsletter. Et ça, vous pouvez le faire via la section de publication et de newsletter que nous mettons à votre disposition, qui vous permet tous les mois de pouvoir vous tenir au courant aussi de nos actualités. Et ce sont des moyens qui nous permettent tous ensemble de rester en contact. Je vous remercie pour votre attention aujourd'hui, en vous souhaitant une excellente journée.